travail, donc électronique de conception, réalisation d'une plateforme de gestion et de supervision de stock. Donc le jury vous accorde le mandat. Et après, on peut passer une session de questions-réponses. On peut y respecter les 20 minutes. C'est de parler au droit, maintenant, ce sera besoin de ça. Bon, voilà, on va commencer notre présentation. Mais d'abord, bonjour membres du jury. Bonjour monsieur le président du jury. Je suis honoré et ravi de vous voir aussi nombreux venus afin d'assister à la présentation du projet fin d'études. L'intitulé du sujet est la conception et la réalisation d'une plateforme de gestion et de supervision de stock. Ce travail est réalisé par moi-même, qui va être évalué par M. Hassan Ejdidi, Mme Chemassali, Mme Asma Ahmed et M. Sabri Mdouri qui s'est excusé. Bien sûr, dans le cadre de l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique. Voilà, on va attaquer le plan de la présentation. On va commencer par une introduction. Par la suite, on va voir le contexte et la problématique. En troisième partie, on va voir l'analyse de besoins qu'on va étaler tout au long de la présentation. Ensuite, on va voir la conception. En cinquième étape, on va voir la réalisation. Et enfin, on va finir par une conclusion et perspective. Voilà notre introduction. Pourquoi le stock est aussi important dans une entreprise? C'est simplement parce que il peut améliorer et affecter la position de l'entreprise sur le marché. Prenons par exemple l'exemple de deux entreprises. La première entreprise vend 500 ordinateurs par an et la deuxième entreprise vend 10 000 ordinateurs par an. On voit ici l'importance du stock au sein d'une entreprise à travers cette métaphore. Donc voilà, la gestion de notre travail consiste à traiter la gestion de stock, qui est une étape incontournable, qui est au cœur de tout gestionnaire voulant faire piloter son entreprise vers le succès et la performance. Ici intervient notre organisme d'accueil, qui est Bitata. Le groupe Bitata a demandé à un stagiaire de réaliser ce travail-là. Elle est fondée en 2002. Bitata opte toujours vers l'inauguration et la découverte de nouveaux horizons afin de maintenir sa position en tant que leader sur le marché des recharges électroniques. Bitata vise toujours l'innovation de son secteur d'activité à travers la composition d'une équipe jeune d'ingénieurs tunisiens. Voilà, on va voir maintenant la problématique. Notre problématique se situe actuellement autour de trois axes. Le côté organisationnel, le surstockage et le sous-stockage. Mais après l'avancement et les découvertes faites dans le monde informatique, on a opté à concevoir et réaliser une solution de gestion, bien sûr. Cette solution n'est rien d'autre que la plateforme de gestion et de supervision de stock propre à Bitata. Donc on a réalisé une application assez performante et assez fiable, robuste aussi, qui peut nous épargner des problèmes qu'on a cités auparavant. Maintenant, en troisième partie, on va passer à l'analyse des besoins. Voici les acteurs de notre système. On a un employé, un administrateur bien sûr, mais aussi cet employé peut être un caissier ou bien un personnel du service après-vente. On va voir les besoins fonctionnels, on va voir le diagramme de cas d'utilisation relatif au caissier. Comme on le voit ici, le caissier peut consulter les statistiques, faire des recherches d'articles, consulter les produits en stock, gérer les produits, gérer les paiements, gérer les ventes aussi et les achats. Bien sûr, tout cela ne peut être fait qu'après l'authentification. Voilà le cas d'utilisation relatif à l'administrateur. L'administrateur, bien sûr, il peut tout faire. Consulter les statistiques, faire des recherches d'articles, consulter les produits en stock, gérer les produits, gérer les paiements, gérer les ventes et les achats, gérer les utilisateurs, ajouter des fournisseurs. Bien sûr, tout cela ne peut être fait qu'après l'authentification.
quatrième partie, on va voir la conception. On va commencer par l'architecture globale de notre système. Comme on le voit sur cette figure, tout notre travail se résume autour de cette itération. L'utilisateur final aura qu'un affichage sur son navigateur web. Par contre, il y a un travail qui se réalise avec le temps. Voilà, ça a l'air aussi facile d'ici. En réalité, c'est pas aussi facile que ça. L'ordinateur va communiquer à travers Internet ou réseau local avec le serveur web via des requêtes HTTP en général. Le serveur web va interroger à son tour le serveur d'application qui lui demandera à la base de données afin d'extraire les données nécessaires à l'utilisateur en question et les renvoie au serveur web. Le serveur web à son tour à travers le réseau les renvoie à l'ordinateur qui va les afficher sur le navigateur web. Voilà, on va voir le diagramme d'état de transition relatif à la livraison de commandes. Pour commencer, on va voir la commande demandée par le client. On va faire un approvisionnement via achat des articles en question demandés par le client. Nos produits sont reçus. Après, on doit les stocker, on doit les mettre dans notre stock. Ensuite, on va vendre cette commande au client. Si le paiement est effectué, alors on passe à la préparation. Ensuite, notre commande est préparée, on aura besoin qu'à l'expédier. Bien sûr, le client se réserve le droit de faire un retour de livraison s'il n'est pas satisfait. Maintenant, on va voir le diagramme de séquence relatif à la livraison de commandes. Notre acteur personnel du service après-vente, il va saisir des critères de recherche. Par la suite, il va communiquer au système. Le système va demander les commandes disponibles en communiquant avec la commande. La commande va demander aux clients quels sont les clients qui ont fait des demandes dernièrement. Le client va renvoyer à la commande des infos propres à ces clients-là. La commande renvoie un message au système, des informations des clients concernant ces commandes-là. Ensuite, le système n'aura qu'à afficher ces commandes à l'utilisateur. On va entrer maintenant dans une boucle répétitive sur le loop, sur les commandes, afin de dégager toutes les commandes saisies auparavant dans la recherche. On va sélectionner la commande en question après la recherche. Ensuite, on va faire, le système va communiquer avec la ligne d'articles afin de voir les articles liés à cette commande en question. Ensuite, la ligne d'articles va communiquer avec les produits afin de voir est-ce que ces produits sont disponibles dans notre stock ou pas. Et nous renvoie un message que c'est bon. Si c'est bon, nous renvoie un message positif, sinon un message négatif. Ensuite, la ligne d'article envoie un message au système avec les commandes et les produits disponibles dans le stock. Ensuite, le système n'aura qu'à afficher à l'utilisateur voici les commandes que j'ai et les articles disponibles dans mon stock. Voilà, le personnel finalement, il n'aura qu'à enregistrer cette livraison. Et ensuite, la livraison lui envoie un message votre livraison est prête à être expédiée. Voilà, maintenant on est arrivé à l'avant-dernière partie, qui est la réalisation. Voici l'environnement de travail, voici quelques technologies utilisées. On travaille avec HTML, CSS, Java, J2E, EGB, WordPress et FSS. Voici quelques outils utilisés. On a travaillé avec PostgreSQL, PGAdmin, NetBeans, Microsoft Office, StarUML et DIA, etc. Voilà, on
arriver à la démonstration. On va faire une démonstration de notre travail à travers des imprimes écran. On va commencer par la première figure qui est l'interface d'authentification. Bien sûr, tout utilisateur doit être muni d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe afin de s'authentifier au système. Voici l'interface d'accueil. On est connecté en tant que bénéficiaire. On peut bien sûr se déconnecter si on veut. En appuyant sur le bouton Data Stock, on revient à la page d'accueil. Sinon, on peut gérer les utilisateurs des articles, l'approvisionnement, les ventes. On peut voir les paiements. On peut voir les paiements, les statistiques, etc. Voilà, on va voir comment ajouter un utilisateur ici. Pour ajouter un utilisateur, on n'a qu'à introduire les informations en question qui sont nul autre que le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de prénom, le mail, le numéro de téléphone. Ensuite, on aura qu'à lui affecter les fonctionnalités dont il dispose. Ensuite, on aura qu'à valider notre choix. Voilà la liste des utilisateurs qu'on a dans notre système. Bien sûr, ici, on peut voir les autorisations liées à chaque utilisateur, ainsi que les informations propres à lui. Maintenant, on va voir la création d'articles. Pour créer un article, on n'aura qu'à entrer son nom et lui affecter une famille d'articles. Puis, on n'a qu'à valider cet article et on l'aura dans notre stock. Voici la liste des articles. Comme on le voit ici, ces champs vides sont nos filtres. On peut faire la recherche par famille, par nom, par date de saisie. On peut aussi consulter l'historique, voir les transactions liées à chaque produit, les ventes et les achats, les paiements réalisés à son profit. Voilà, maintenant on va créer une famille d'articles. Pour créer une famille d'articles, on a qu'à entrer son nom et valider notre choix. Maintenant, on va voir comment faire un nouvel approvisionnement ou bien achat. Pour faire un achat, on n'a qu'à ajouter la date de cet achat, le fournisseur à partir duquel on a fait cet achat. On va sélectionner l'article en question, la quantité et le prix unitaire. Et l'application se réserve le droit de calculer le montant total. On n'aura qu'à ajouter cette commande d'achat. Ou bien sinon, si on s'est trompé, on peut aussi réinitialiser et recommencer dès le début. Voilà la liste des détails d'achat. On peut voir tous les produits disponibles dans notre stock. On peut bien sûr appuyer sur commander si on veut cet article-là, ou bien si on reçoit une commande, on peut voir si on peut commander cet article. On peut aussi appuyer sur l'exportation CSV pour extraire un document Excel comportant ce tableau-là. Voilà, maintenant on va voir comment ajouter un nouveau paiement. Pour ajouter un nouveau paiement, on doit introduire les informations nécessaires, comme la sélection de ce client en question, le montant du paiement, la date du paiement, la référence de la pièce achetée, la banque à partir de laquelle nous parviendra ce paiement, etc. On aura qu'à valider notre choix. Ou bien valider, bien sûr. Voici les statistiques. Cette courbe nous montre les statistiques en montant par rapport à la date. On va prendre un tronçon, par exemple, sur le mois de janvier. On peut voir la variation des achats. Bien sûr, on peut voir les variations des ventes aussi. Voici la nettographie. On a utilisé ces sites-là afin de réaliser notre présentation.
finalement, on est arrivé à la conclusion. On a réalisé cette application qui est assez fiable et assez robuste, qui nous permet d'éviter les problèmes rencontrés chez les data. On a réalisé nos objectifs dans les temps et délais proposés par l'entreprise afin d'aller vers le mieux et de réaliser ce travail. Merci pour votre attention. Merci David pour la présentation 8. Donc, je vous cède la parole à votre examinatrice maintenant. Merci. Donc, merci David pour la présentation et pour avoir respecté le temps. Je vais commencer par quelques petites remarques et questions concernant le rapport. Donc, le rapport, il est assez riche, il contient beaucoup d'éléments, c'est détaillé sur les parties. J'ai quelques petites remarques de forme et de fond. Donc, je vais essayer de commencer par la forme. Je commence à partir de la page de garde, sans ouvrir le rapport. Donc, école supérieure privée d'ingénierie. Il y a un air qui a sauté quelque part. Tu sais que la page de garde, voilà, on a une impression avant d'ouvrir le rapport, on essaie de voir un petit peu la page de garde. Donc, il y a un air qui a sauté. Faire attention, c'est des petits détails, des petits détails de forme, mais qui font la différence. D'accord? Et on se dit que ça peut arriver. Et on ouvre le rapport. On commence par le sommaire, ou la table des matières. Et là, on trouve après la conclusion, il y a dans ce deuxième chapitre, à la page 6, c'est une moi, nous avons défini le champ de notre étude suivi d'une étude. Il y a un paragraphe qui s'insère dans le sommaire. D'accord? Tu fais un mauvais démarrage. D'accord? Avant de lire le contenu du rapport, on essaie de voir un petit peu la page de garde, le sommaire, la conclusion générale, les références. On voit un petit peu pour nous donner un aperçu, un grand goût de ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc là, ça ne marche pas. Hein. Le sommaire, il y a la police qui change d'une ligne à une autre. Tu vois un petit peu, c'est pas la même police, c'est pas la même. Il faut faire plus attention à ça. Tu vois, par exemple, conclusion générale, annexe, lettographie, etc., ils sont écrits en tout petit. Tu vois, à la page 7. C'est vraiment tout petit par rapport à ce qui a été déjà énoncé. Donc, voilà, il faut faire attention à ces choses-là. Même chose au niveau du rapport. Il y a parfois la police qui change, tu vois, des erreurs un petit peu de forme. Et c'est un peu dommage de passer à côté de ça. D'accord? Voilà. Ensuite, on commence le rapport et on commence par le chapitre 1, cadre général du projet. Donc, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose? Donc, table des matières, table des figures, chapitre 1, et on commence par la présentation du cadre du projet. Généralement, on commence par quoi? Avant de présenter l'organisme, etc. Après la liste des tableaux et... L'introduction générale. Oui, par exemple. Je l'ai mis avant le sommaire. Je ne l'ai pas. Oui, ah, d'accord. D'accord, tu as commencé. C'est ça, j'ai commencé avec la. Ah, d'accord. Autant pour moi. Je ne l'ai pas vu, en fait. Je m'attendais à la voir. Ah, d'accord. Oui, ça. D'accord. Donc, voilà. Introduction générale. Ensuite, je disais que. D'accord. Ensuite, donc, je lis un petit peu, hein, la partie cadre général du projet. Donc, tu présentes l'organisme, tu présentes un petit peu l'existant, et tu parles de, par exemple, cette application sera toujours liée aux autres applications. C'est-à-dire, je trouve beaucoup de cette application. Tu parles de ton application.
cette technologie, cette application, tu parles de ton Je application à parle toi. de mon application qui va communiquer avec les applications existantes au sein de l'entreprise. Ça veut dire elle est interopérable, je veux dire, avec toutes les opérations au sein de Vita. D'accord. Elle peut cohabiter plutôt avec les anciennes applications. Ouais. Et dans la critique de l'existant, donc Vitaqa utilisait des outils informatiques non fiables pour le procédé de contrôle, etc. Tu veux dire, ça veut dire quoi non fiable pour toi? C'est-à-dire, dans la critique, qu'est-ce qui te gêne dans ce qui existait dans Vitaqa, par exemple? Non fiable, par exemple, on peut se fier aux côtés de la sécurité. Leurs applications n'étaient pas intègres du tout. Donc, chaque employé peut ajouter des utilisateurs, leur donner des autorisations, etc. Il n'y a pas de contrôle, je veux dire. C'est du côté du contrôle. Ainsi, j'ai bien dit au cours de la présentation que nos plus grands problèmes, ce sont le côté organisationnel. Et on veut éviter le surstockage et le sous-stockage. On doit bien sûr bien gérer notre stock.